Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, je vais parler de la fiche ressource numéro 3. Je vais m'intéresser au modèle d'analyse qu'on appelle Pestel. On va ici analyser tout l'aspect environnemental, enfin pas environnemental, de l'environnement. Parce que si je dis environnemental, on va penser à écologie, c'est pas ça. On va parler de l'environnement d'une manière générale, aussi bien au niveau macro que méso environnement. Je vais m'intéresser ici notamment à tous les facteurs qui peuvent avoir un impact plus ou moins loin de l'entreprise. Donc ce modèle d'analyse, il faut le concevoir comme un modèle de brainstorming. Tout est possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher ici à juger l'idée ou pas. On va surtout chercher à faire une liste exhaustive des différents facteurs qui peuvent impacter notre futur projet ou notre future entreprise ou notre développement. D'accord. Donc je rappelle, je suis toujours dans le chapitre 5, il est un peu long, c'est vrai, mais il est important que je détaille chacun de ces modèles d'analyse puisque vous en aurez forcément besoin l'année prochaine pour pouvoir mener à bien votre projet en entrepreneuriat. Alors, je fais Pestel là maintenant, puis dans une prochaine vidéo, je ferai donc les 5 forces plus une de Porter, et c'est ce qui va clôturer donc ce chapitre, qui est long, je le rappelle, mais qui est, je pense, très important et qui va vous aider pour la conduite de projet l'année prochaine. Donc allons-y, c'est parti. Donc, fiche ressource numéro 3, donc l'analyse de l'environnement. On verra tout d'abord en 1 la méthode d'analyse Pestel, et après on verra les 5 forces plus une de Michael Porter. Donc, cette méthode qui est née dans les années 70, ça permet de connaître et de comprendre et faire savoir quelles sont les tendances à long terme de l'industrie étudiée. C'est vrai qu'on va s'intéresser à la macro-environnement de l'entreprise, de toutes les entreprises. Donc, c'est tous les facteurs qui vont avoir une influence sur toutes les entreprises, mais aussi on va s'intéresser à la partie, ce qu'on appelle méso-environnement. Donc, c'est tout le secteur de l'industrie ici. On va pas prendre toutes les entreprises, mais toutes les entreprises qui ont à peu près une offre à peu près similaire. C'est-à-dire les entreprises de la filière, par exemple, hôtellerie, restauration, pour ce qui nous concerne. Donc ici, donc, on va étudier donc, toutes ces tendances longues qu'il y aura sur cette industrie de la restauration, mais aussi on va regarder l'environnement concurrentiel. Là, on parle de micro-environnement, mais c'est vrai que ça viendra en complément de Pestel, l'analyse Pestel viendra en complément des 5 forces de Porter, de la méthode des 5 forces de Porter, puisque là, effectivement, on va s'intéresser à la micro, c'est-à-dire aux concurrents, aux fournisseurs, aux clients, aux produits de substitution. Voilà, c'est ce qu'on étudiera dans une deuxième partie. Donc là, ici, au niveau du modèle de Pestel, donc on va s'intéresser surtout aux facteurs macro et méso-environnement. D'accord. Donc toujours, je vais appuyer donc mes propos d'exemple, ce qui veut dire que je vais toujours partir de la situation de la SAS à venir, qui, je rappelle, est une société d'économie sociale et solidaire, dont l'objectif est de former des apprenants de la filière hôtellerie-restauration, mais aussi des apprenants qui veulent, étrangers, qui veulent apprendre la langue française ou le numérique. Oui, le numérique. On fera peut-être du digital aussi, mais je pense qu'on va surtout se concentrer sur l'aspect numérique, mais aussi les danses traditionnelles, etc. Donc finalement un internat, gigantesque, qu'on pourra assimiler à un hôtel, puisqu'il y aura le service hôtelier réalisé par les élèves et étudiants du lycée Nord Caraïbes. Donc, je continue. Donc, allons-y. Donc, rentrons dans le 3.1. Donc, 3 pour fiche ressource numéro 3, 1 pour la première partie de la fiche ressource numéro 3. Et on va étudier donc Pestel. Alors, Pestel, ce sont les acronymes. Pour P pour politique, E pour économie, S pour social, T pour technologie, E pour écologie, et puis enfin la lettre L pour tout ce qui est légal, donc le législatif. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une méthode qui a été créée dans les années 70 et qui vient en complément donc, du modèle de Porter. Donc ça, j'ai dit en introduction, je vous laisse le lire tranquillement. Moi, ce que je vais rajouter ici, c'est que, comme on peut le voir, eh bien, on sait que l'environnement, eh bien, ça va influencer toutes les décisions stratégiques d'une entreprise ou d'une organisation, et particulièrement en période de crise. On le voit bien là avec la crise Covid-19, on a vu que toute la filière hôtellerie-restauration a été impactée et qu'il a fallu pour certaines entreprises se réinventer. C'est comme ça qu'on a vu que des bars se transformaient en restaurants, puisque seuls les restaurants pouvaient ouvrir à certaines périodes et non pas les bars.
Donc on a vu aussi les restaurants se retourner vers la livraison à emporter, vers la vente à emporter. Hein, on voit que l'environnement, on voit que a un impact, que certains facteurs ont un impact sur l'évolution des entreprises. La mise en place du chômage partiel, on va détailler tout ça. Donc son analyse, elle peut pas se résumer à l'étude que de la dimension économique. On va voir qu'il y a d'autres variables qui seront à prendre en compte, qui sont aussi cruciales que la partie économique. C'est les évolutions technologiques, tout ce qui concerne les réglementations. On a une évolution. On a vu par exemple dernièrement dans le droit du travail que les ordonnances Macron de 2007 ont bouleversé notre façon de voir le droit du travail. On l'a vu pendant nos cours, pendant les différents chapitres que l'on a fait précédemment. Et aussi les normes écologiques, la prise de conscience que le monde a ses limites. Et puis les comportements, on voit qu'il y a des nouvelles tendances sociétales qu'il nous faut prendre en considération dans la détermination de notre projet ou de notre entreprise. Donc en d'autres termes, le macro-environnement conditionne en partie la rentabilité d'une entreprise ou de l'ensemble des entreprises qui appartiennent au même champ concurrentiel. Et c'est à travers donc une analyse Pestel que on va effectuer un travail de brainstorming. On va analyser donc tout ce qui pourrait, tous les facteurs, qui soient économiques, qui soient législatifs ou technologiques, environnement, enfin tous ces facteurs qui vont avoir un impact sur l'industrie, c'est-à-dire sur les entreprises, sur l'ensemble d'entreprises qui proposent la même offre. Ici, on va faire une liste vraiment exhaustive. On ne va pas s'intéresser à savoir si vraiment ça a un impact ou pas. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire après, une fois qu'on aura réaliser cette liste, eh bien, on va mettre des numéros de 1 à 5 en fonction du degré d'importance, ou de 1 à 10, comme vous voudrez. Donc, comme ça, on va s'intéresser tous les facteurs dont on pense qu'ils auront un impact fort sur notre industrie. On va mettre la note 5, par exemple, 5 sur 5. Si ça a peu d'impact, on va mettre 1, ou un petit peu, 2, etc. Suivant la note, et puis on va s'intéresser finalement aux facteurs les plus, qui va influencer notre industrie, voire notre entreprise. On va s'intéresser donc qu'aux facteurs qui ont une grosse influence sur notre activité. D'accord ? C'est un peu ça, la logique du modèle Pestel. Donc je continue. Donc diapositive suivante. Donc voilà, où je fais l'énumération, donc tout à l'heure, politique, économique, économique, il y a une erreur, je vais corriger, sociale, technologique et environnementale. Ok, corrigeons. Voilà, c'est corrigé. Donc on voit que là ici, donc je vous explique un peu le principe. Donc là, je l'ai un peu dit oralement, bon, c'est pas grave, je me répète. La première étape donc, de l'analyse, ça va consister donc, à lister donc, tous les facteurs qui semblent avoir un impact, aussi bien positif que négatif, on prend tout, sur la structure de l'industrie, d'hôtellerie-restauration, et on va laisser de côté par contre ce qui peut avoir un impact conjoncturel. Alors, est-ce que la crise Covid est conjoncturelle ? Maintenant que ça fait 1 an, c'est pas dit que la crise Covid soit considérée comme un paramètre conjoncturel, donc on va prendre en considération. Par contre, si un événement ponctuel, je sais pas si on sait que cette année il y aura je sais pas moi, un gros championnat de catamaran ou de régate, une grosse régate sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'année suivante ça se répète. Et maintenant, si on sait que c'est cyclique, on va le prendre en considération. Mais si c'est ponctuel, c'est une fois. Voilà, on va pas en prendre en compte ici. Alors, alors quand je parle de structure, que ce soit négatif ou positif sur la structure, j'entends par là toutes les nouvelles opportunités d'affaires ou les risques qu'il peut y avoir sur la pérennité de l'entreprise. Donc on va parler de la structure de coûts, des barrières à l'entrée ou encore les ressources qui permettent de faire fonctionner l'entreprise. On va faire en sorte de n'oublier aucun facteur. On peut utiliser donc chaque lettre du mot Pestel, ça nous permettre comme moyen mémotechnique de repérer, de classifier les différents facteurs. Il y a 6 grandes catégories, Pestel, donc P-E-S-T-E-L, donc 6 grandes catégories. On va classer ces facteurs dans chacune de ces lettres, dans chacune de ces thèmes qui composent le mot Pestel. Alors bien sûr, c'est pas grave si vous vous trompez de cases. Si vous mettez en politique, il y a des confusions entre politique et environnement, et écologie ou environnement, pourquoi pas. C'est pas grave. Le principal, c'est que le facteur y soit, que vous avez tenu compte de ce facteur, même s'il n'est pas bien classé. C'est juste pour vous aider à classer vos éléments. Alors, je vais commencer par le premier facteur, qui sont l'ensemble des facteurs politiques.
donc tout qui touche à la politique fiscale ou sociale. Donc ici, on va analyser donc l'influence que sera l'influence de la géopolitique, hein, de la politique européenne ou de la politique gouvernementale, nationale ou encore locale. On va voir l'influence de décisions fiscales et sociales qui vont avoir un impact, hein, sur le comportement des opérateurs. Et on va ajouter aussi l'influence des différents groupes de pression, comme les syndicats, les associations de consommateurs, les lobbies, ou encore ce qu'on appelle les think tanks, comme Zilea ou Terra Nova en Martinique, hein. Donc ce sont les regroupements d'industriels qui réfléchissent sur le devenir de leur industrie, voir comment on peut passer des obstacles, comment passer les obstacles, comment développer le secteur, etc. On peut également prendre en compte ici aussi bien les menaces et les opportunités, hein, qui sont ouvertes par rapport aux accords de partenariat économique. Donc je pense à notamment les accords qu'il y a pour les départements français d'Amérique avec le reste du monde, l'Europe, le CARIFORUM. Donc ça aussi, hein, suivant la nature des impacts, ça peut être bénéfique ou maléfique, hein. Ça peut être bon ou négatif ou pas bon. Ça peut nous avantager ou pas. Donc des exemples de facteurs politiques qui auront un impact, hein, sur l'industrie ou sur, si je cible notre résidence pro-monde, hein, qui est quand même assez particulier, hein, c'est ce mélange internat-hôtel. Donc est-ce qu'on a vraiment des concurrents? Est-ce que les hôtels sont vraiment des concurrents? On a une offre sensiblement la même, mais parce qu'on a les services les services hôteliers associés, mais pas beaucoup, hein. Enfin, les décisions, les facteurs politiques qui peuvent influencer la résidence, c'est par exemple eh bien, le fait que le pays Martinique a une volonté d'ouverture à l'international à travers le dispositif Élan, hein, le dispositif qui a été mis en place par la CTM dans le cadre de la continuité de la relation, de l'ouverture sur la Caraïbe, mais aussi la continuité territoriale de la CTM à travers l'ADOM pour garder les liens avec l'Europe, enfin notamment avec la France. La façon de promouvoir la destination Martinique lors des campagnes de communication du comité Martinique du tourisme, ça a une influence positive, favorable pour l'économie touristique de l'île. Il y a aussi le fait que le pays soit politiquement stable, qui est une excellente condition de sécurité pour les touristes. On l'a vu, hein, ces derniers temps, en particulier avec la crise Covid, et puis on a vu à Noël que la Martinique était un havre de paix, hein, pour les touristes. Ils sont venus massivement, hein, pendant les fêtes de Noël, et à mon avis, ça va se poursuivre, ça va continuer. Et aussi donc les politiques de financement et de développement du secteur touristique. On voit que les fonds européens, hein, à travers le FEDER, sont très tournés, hein, enfin en fond du tourisme en tout cas, une priorité. Donc là, je vous ai mis sur la diapositive, donc voilà quelques exemples, hein, de décisions, enfin de facteurs qui peuvent influencer le développement de l'industrie, hein, la crise sanitaire, les attaques terroristes, le confinement, le couvre-feu, le Brexit, l'ouverture internationale, la politique de développement du secteur touristique, la continuité territoriale. Donc voilà, vous avez plein d'exemples, hein, qui viennent nourrir donc les facteurs politiques de la méthode d'analyse Pestel. Donc je passe à la suivante qui est le facteur économique. Donc après P, c'est E économique. Donc ici, le champ d'analyse économique. Donc là, ça oblige à évaluer l'influence des facteurs macroéconomiques comme le PIB ou le taux d'intérêt, le taux de chômage, encore la politique budgétaire. Là, je pense au carré magique. C'est le carré magique de Caldor, hein. Et en analysant donc, ces facteurs macroéconomiques, on va pouvoir donc déterminer on va faire attention, hein, bien sûr, en faisant attention de ne pas se faire attraper par le conjoncturel, hein, c'est-à-dire là tout à l'heure je parlais de la crise Covid-19 qui normalement est censée être, enfin je l'espère, être censée être du conjoncturel, mais qui nous le dit, parce que ça fait déjà maintenant 1 an qu'on est embourbé dans cette crise. J'espère qu'on va s'en débarrasser, mais il faut absolument prendre de la hauteur et ne retenir vraiment que les tendances moyennes ou moyen ou long terme, hein. Donc pour des entreprises hôtelières dont l'investissement donc sont lourds, hein, l'évolution donc des pouvoirs d'achat s'appréciera plutôt sur une période de 5 à 10 ans voire plus.
Si je prends par exemple l'indicateur de pauvreté, on sait qu'à la Martinique, il est de 25%. Mais 25%, ça veut tout dire et rien dire, surtout que lorsque l'on sait que l'on considère en Martinique que quelqu'un est pauvre lorsqu'il touche moins de 615 euros, alors que sur le continent, il faut atteindre les 900 euros. Il faut être passé sous la barre des 900 euros pour être considéré comme pauvre. Donc on voit déjà que les référents ne sont pas les mêmes. Le référentiel n'est pas le même pour pouvoir juger de la pauvreté ou pas. Mais toujours est-il qu'il va falloir prendre en considération ces paramètres par rapport à l'évolution donc, de l'hôtel. Alors des exemples maintenant, donc je vous en ai mis sur le diaporama, mais on pourra en sortir d'autres. Par exemple, en ce qui concerne pour ce qui est notre industrie, l'hôtellerie-restauration, et peut-être plus précisément notre offre qui est proche de la restauration, ou d'hôtellerie-restauration, mais qui ne l'est pas. Je rappelle que c'est un internat avec des services hôteliers. Mais ce qui nous intéresse quand même, c'est la croissance du nombre de croisiéristes qui est de plus de 500 000 en 2019. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de 2 millions de passagers à l'aéroport d'Aimé Césaire en 2019, donc surtout grâce aux campagnes de promotion du comité touristique de Martiniquais et des salons qu'ils ont réalisés au niveau international, auxquels ils ont participé en tout cas au niveau international. Il y a l'arrivée aussi de nombreux opérateurs aériens. On est au nombre, il y a 10 compagnies aériennes régulières avec 13 compagnies à destination, avec plus de 13 destinations desservies en vol direct sur l'Europe, l'Amérique ou la Caraïbe. Alors c'est vrai que l'année 2020 est une année macabre, on va dire, et qu'on ne connaît pas encore combien d'entreprises vont survivre, mais si je reste dans l'hypothèse que 2020 est une exception et n'est pas conjoncturelle, donc je me base sur des chiffres plus long terme de 2019 qui s'étaient confirmés aussi en 2017 et 2018. La lettre S, troisième lettre du mot Pestel, donc il s'agit de social. Donc ici pour le social, on va s'intéresser à l'aspect socio-culturel ou sociétal maintenant. Donc on va être obligé de réfléchir sur l'évolution de la population. La répartition donc en fonction de la taille, de l'âge, de la structure familiale, de la composition donc religieuse, les modes, les tendances, les styles de vie, l'éducation et la santé. Donc là, on va regarder donc le rapport de la population par rapport au travail. On va regarder l'égalité des chances, la façon dont sont répartis les services sur le territoire, la place des minorités sur le pays, donc toutes les tendances. Et puis, par exemple, ça permettra de dégager des tendances. On voit, par exemple, que les clients, maintenant, sont de plus en plus connectés, donc ils sont plus informés, ils vont être donc plus exigeants. Et sera donc une portée décisive à la fois donc sur l'offre, mais aussi sur les processus à mettre en place. Donc on va mettre en place des plans d'action, donc des procédures pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences. Pareil au niveau du réseau, comment capter les clients. On voit que plus ça va aller, plus il y aura une il va falloir rechercher une indépendance et la performance. Ça va être primordial si on veut réussir à se introduire sur le marché et pouvoir avoir les bénéfices les plus importants, puisqu'on a vu que les OTA, les Online Travel Agency, maintenant ils ont des grosses exigences au niveau en termes de commission, que ce soit Expedia ou que ce soit Booking, etc. En plus avec la concurrence à côté avec des sociétés comme Airbnb. Donc il nous faut vraiment être au top du top, par exemple avoir ses propres canaux de communication, et ça dans la mesure du possible. Alors pour ramener par rapport à l'exemple de la situation, c'est-à-dire la résidence pro monde, effectivement ces facteurs socioculturels vont être importants pour nous. Il va falloir en tenir compte. Si je prends par exemple le vieillissement de la population à la Martinique, on a un des départements les plus vieux. D'ici 2030, il y aura une crise sociale. Comment aborder ce vieillissement de la population par rapport à la résidence pro? Donc c'est sûr qu'au niveau de la restauration d'hébergement, des clients d'un certain âge, c'est intéressant puisque ils sont très ouverts donc, sur les activités touristiques. Ceci dit, pour la population très âgée, il va falloir penser autrement. S'ils ont des difficultés pour se déplacer, etc. Donc, comment on peut concevoir ça au niveau de la résidence pro? Eh bien, on peut très bien envisager qu'à proximité de la résidence pro,
on est dans un futur proche, avant 2030, le projet de créer un village des anciens, ce qui nous permettra à nous de dynamiser encore l'internat d'excellence, puisque dedans, je rappelle, il y a quand même 4 restaurants, il y a une épicerie solidaire, il y a des salles de sport, il y a une piscine, donc il y a des salles de détente, etc. Donc tout ça, ce sont des activités qui pourront certainement intéresser les personnes âgées. Et si en plus il y a un village des anciens juste à côté, eh bien on pourra proposer nos services d'hôtellerie, les services hôteliers, qui se rattachent à la résidence. Donc on pourra très bien donc se diversifier et s'étendre sur le village des anciens. Au niveau de la crise, toujours crise sociale, crise démographique en tout cas, on a beaucoup de jeunes qui quittent l'île. C'est pour ça que la population est vieillissante, c'est que les nombres de départ des jeunes est très important. Jusqu'à présent, jusqu'en 2018, on avait à peu près 3000, une perte de population, une baisse de la population de 3000 individus. Et on est passé très récemment à 5000, 6000, donc ça s'est accéléré. On perd à peu près 1% de la population chaque année. Donc généralement, principalement des jeunes. Donc il nous faut trouver un moyen de rester attractif pour permettre aux jeunes de rester. Alors, l'internat d'excellence, la résidence pro, est un outil qui va nous permettre effectivement de moderniser nos formations et d'être plus attractifs auprès des jeunes. Et si en plus on met en place des formations, ça va être encore plus bénéfique puisqu'on va attirer d'autres jeunes de l'extérieur qui viendront sur l'île, peut-être provisoirement, mais qui nous dit qu'ils ne vont pas rester après par la suite. Et donc d'être plus attractifs, attirer des jeunes vers nous. Un autre paramètre, un autre facteur socioculturel qu'il faudra prendre en considération, c'est par exemple le niveau de pauvreté. Il faut savoir que 25% de la population en Martinique ont des revenus, est en dessous du seuil de pauvreté, on va dire local, puisqu'on considère que on est pauvre à partir du moment où on touche moins de 615 euros par mois. Et en 2019, effectivement, 25% de la population avait atteint ce niveau-là, en 20 à 25%. Ce seuil de pauvreté, 615 euros par mois, ça s'applique à la Martinique, ou dom-tom en général. En métropole, le seuil de pauvreté est à plus de 900 euros. Ça permet en gros de cacher un peu la misère qu'il y a en Outre-mer. Donc, comme tout à l'heure, on avait un besoin de moderniser la formation, donc pour garder nos jeunes sur le territoire, donc ça je l'ai dit. Un autre point qui pourrait être intéressant, c'est que la résidence pro va proposer donc plusieurs services. On a parlé tout à l'heure des salles de sport, des restaurants, mais il y aura un parc, il y aura la piscine, l'épicerie, il y aura peut-être d'autres autour, vont graviter d'autres entreprises satellites comme une laverie automatique par exemple, ou une location de voitures par exemple aussi, et ce qui va permettre de donner des emplois aussi aux personnes qui résident non loin de la résidence, que ce soit au niveau de l'hébergement, que de la restauration, que des cuisines, etc., parce qu'il nous fera quand même du personnel permanent, même si ce sont principalement les élèves qui vont gérer leur propre internat, mais il y aura quand même pour les périodes de vacances, par exemple, si dans l'hypothèse la résidence vient à tourner même pendant les vacances, au moment où les élèves ne sont plus là, eh bien il nous faut un personnel permanent. Effectivement, pendant les petites vacances ou les grandes vacances, rien n'empêche que l'internat devienne, je sais pas moi, le collège d'été, où on fera venir des écoles de l'étranger. C'est ce qui va se passer d'ailleurs, on fera venir des écoles, des élèves, des étudiants de l'extérieur pour venir ici apprendre le français ou apprendre d'autres choses, que ce soit dans le numérique ou dans le digital. Quoi d'autre, donc voilà. Donc on voit qu'ici l'internat d'excellence, bien sur le territoire, au niveau des facteurs socioculturels, va nous permettre de créer une certaine cohésion dans le Nord et va enrichir les services, parce que le Nord Caraïbe, est très pauvre en termes de services. C'est un désert au niveau du service. Voilà pour ce qui est de l'aspect social. La lettre suivante, T comme technologie. Donc ici, cette dimension technologique, elle est fondamentale si on veut survivre maintenant. Maintenant, on voit bien que nos visiteurs, les clients, sont très axés sur les technologies. Donc un hôtel qui veut rester dans la course doit tenir compte de ces paramètres. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un hôtel sans avoir un accès libre, un accès à Internet, sans qu'il y ait l'arrivée donc de ces nouvelles technologies. Donc il faut vraiment le prendre en considération. Il faut qu'on se tourne vers ces technologies. Il faut que l'innovation donc permet de répondre donc aux attentes, aux nouvelles attentes de nos clients, afin de se démarquer des clients.
mais aussi d'attirer donc des clients qui recherchent ce type d'expérience. Alors, si je reviens sur la résidence pro, ici, on a vu que, enfin, on a l'arrivée de la fibre. Ça ne veut pas dire qu'on en bénéficie, mais j'espère qu'on pourra en bénéficier. La fibre est juste devant le lycée, mais ne rentre pas dans le lycée. Donc, j'espère qu'avec la venue de la résidence pro, on pourra bénéficier de la fibre. Et donc là, on pourra mettre en avant l'énorme potentiel que peut nous apporter le digital, notamment en plus avec dans la crise Covid que l'on connaît, la crise sanitaire, fait que si on peut mettre en place des procédures qui permettent aux clients de toucher le moins possible à quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'ils puissent faire son check-in, check-out sur son smartphone, qu'ils puissent utiliser son smartphone à la limite comme l'outil principal pour naviguer dans l'hôtel, pour commander, pour réserver, pour payer, ça sera un plus, même pour pouvoir, comme clé pour sa chambre, pour ouvrir sa chambre, allumer ses lumières, allumer son écran, sa télé, voir le programme, les événements que l'on propose. Si tout peut se faire à partir de son smartphone, tant mieux. Même alors maintenant, c'est pareil. Alors je pensais au début, on pensait mettre des tables connectées où le client pouvait connecter deux de sa table. Mais maintenant, quand on pense à ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on s'adapte. Je ne suis pas, maintenant, je suis pas convaincu qu'une table connectée ou une table de bar connectée ou un comptoir connecté soit une bonne chose parce que maintenant, on va éviter de traîner ses doigts un peu partout. Donc, je pense que la solution qui permettrait de réduire la propagation du virus dans les hôtels, je pense que le smartphone est l'outil. Parce que le smartphone, normalement, c'est personnel. Il suffira donc de permettre de donner l'accès au client au portail numérique de l'hôtel pour qu'il puisse avoir accès à toutes les informations qui lui sera nécessaire. Ensuite, il nous faut garder donc tant que faire se peut les cerveaux sur l'île pour assurer donc cette innovation de rupture. Donc pourquoi pas imaginer donc un partenariat avec des établissements déjà existants sur l'île pour leur proposer donc nos services hôteliers. Donc en gros, leur mettre à disposition des locaux pour qu'on soit tous regroupés à un même endroit. 75 hectares, c'est quand même vaste. On peut très bien imaginer un mini Silicon Valley, quoi. Je pense notamment à des écoles comme Parallèle 14 qui font des jeux vidéo, etc. Je ne sais pas comment ils sont installés, mais pourquoi pas ne pas envisager donc un partenariat avec ce type d'école qui permettrait de mettre, à mon avis, en valeur notre résidence pro. Et on leur apportera certainement de nombreux services. Oui, alors je continue toujours par rapport à cette lutte anti-Covid. Là, j'avais mis un exemple. Effectivement, il y a beaucoup, donc maintenant toute l'économie, beaucoup d'entreprises essayent d'innover pour contrecarrer la propagation. Et il existe donc des tissus virucides qui permettent d'éliminer les virus en quelques minutes, en un quart d'heure. Des robots qui permettent d'éliminer les virus, circulent en envoyant des ondes des UVC, voilà, des UVC. En passant avec ces UVC, on balance des UVC un peu partout sur les tables, les sols, etc. et tue les virus. Il y a aussi des revêtements, des matériaux qu'on pose sur les meubles, qui permettent de tuer rapidement, en moins d'un quart d'heure, les virus qui s'y installent. Donc, tous ces éléments, que ce soit le planning, la mobilité, on peut le voir sur le portail numérique. Ces choses qui permettent de protéger contre les virus, les revêtements et tissus et autres. Donc toutes ces technologies, il va falloir qu'on soit aware, c'est pas terrible, qu'on soit au courant, qu'on soit à l'affût, qu'on soit vigie par rapport à ces technologies si on veut se démarquer. C'est une façon, donc effectivement, c'est comme un facteur clé de succès qui a donc un avantage concurrentiel qui nous permettra de nous démarquer de nos concurrents. Donc je passe à la lettre suivante. Donc on a fait T. Donc c'est E qui est la dimension donc écologique. Donc j'arrive bientôt à la fin du pestel. Donc là cette dimension écologique, quant à elle, bien entendu, elle a pris une ampleur, une importance ces dernières années. Donc ici il va s'agir d'évaluer au niveau macroéconomique, d'évaluer donc les disponibilités énergétiques. Par exemple, je sais pas, on sait que d'office on reçoit le soleil nous apporte 15 000 fois ce dont on a besoin. Donc comment l'exploiter ? Donc aussi voir la politique de gestion des déchets. On a vu que sur une île, mais on est limité. Notre capacité à produire des déchets est nettement supérieure à notre capacité à les détruire ou à les recycler. Voir aussi notre capacité donc en matière d'économie d'énergie. Donc c'est comme ça que
y a beaucoup d'hôteliers qui ont pris conscience que le développement durable devait être intégré dans la stratégie de l'entreprise parce que ça a un impact, bon, d'accord, non seulement environnemental, mais aussi économique et social. Donc, d'autant plus que les visiteurs donc, ont une tendance croissante à l'éco-responsabilité. Donc des exemples qu'on a vus très récemment, c'est la fin des sacs plastiques dans la grande distribution. Maintenant, il y en a, mais il faut les acheter. Et si ce que vous achetez, c'est recyclable. Donc il y a aussi comment ça s'appelle, les pailles pour boire, là, aussi pareil, c'est interdit. Puis on voit bien que les clients maintenant sont, comme je disais, éco-responsables, ils sont sensibles à comment l'hôtelier voit l'environnement, comment l'hôtelier prend soin de l'environnement. Donc il faut en tenir compte. Il y a aussi une volonté de protéger les côtes, de protéger le littoral maritime avec l'histoire des 50 pas géométriques. Alors peut-être qu'il y a des clients qui s'en foutent, mais il y en a qui s'y attachent énormément. Voir aussi la présence de stations d'épuration sur l'hôtel, qu'on ne remette pas nos eaux usées directement dans la mer. L'usage, l'importance d'avoir d'arrêter. Alors on a vu que les couverts en plastique et les bouteilles en plastique, c'est un fléau. C'est un fléau, tout comme les sacs en plastique. Donc il va falloir résoudre tous ces problèmes-là. Et puis, toujours au niveau du territoire martinique, ce problème que l'on a avec la pollution des terres et de l'eau par le chlordécone. Alors, au niveau microéconomique, enfin au niveau de l'entreprise et de son environnement proche, comment on va réagir au niveau de la résidence pro sur cette dimension écologique. Eh bien, on va, par exemple, les huiles de cuisson, on va chercher les recycler pour les transformer en carburant qui serviront à nos débroussailleuses, tondeuses, enfin au département jardin. Les bouteilles en plastique, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, on va essayer de privilégier des contenants en verre. Donc on va éviter l'usage des bouteilles en plastique et on va prendre des bouteilles en métal pour nos visiteurs lorsqu'ils sont en chambre ou à l'extérieur, c'est-à-dire lors d'activités culturelles et sportives. Et puis dans le sein de l'hôtel, dans les restaurants notamment, on va privilégier les bouteilles en verre ou en terre. Quoi d'autre encore? Des stations d'épuration, on en mettra pour l'usage des eaux usées. Et puis les eaux usées, si la législation le permet, on pourrait s'en servir pour nos plantes et jardins. L'eau chaude, depuis 2011, c'est obligatoire. Pour toute construction neuve, l'eau chaude doit être solaire et non plus électrique. Et puis, on va faire en sorte d'avoir un bâtiment qui soit bioclimatique pour éviter l'usage de climatiseurs. D'accord, on va jouer sur les puits canadiens, sur l'orientation, sur le sens du vent, sur les ouvertures, pour avoir sur les matériaux choisis, qui soient de façon à absorber le moins de chaleur et au contraire absorber plus de fraîcheur. Et on va respecter donc les 50 pas géométriques du littoral, puisqu'on ne sera pas sur le littoral. On sera à l'intérieur des terres, non loin, certes, à 5-10 minutes de la mer, à 5 minutes de la mer ou 2 minutes de la mer, mais on ne sera pas sur le littoral. Voilà ce que je peux dire sur cette dimension écologique. Donc je vais passer à la suivante, donc qui est la dimension légale, la législation. Donc L comme légale, législation, c'est la dimension donc qui est très importante et non des moindres, parce qu'en effet il y a des lois qui vont avoir un fort impact sur l'organisation de l'entreprise, surtout dans l'industrie hôtelière, notamment je pense aux ordonnances Macron de 2017 qu'on a vu pendant les cours sur le cours sur le droit du travail, mais il y a d'autres législations spécifiques au secteur de l'industrie hôtelière qui nous concernent, notamment la réglementation en matière de concurrence, mais aussi les normes comptables et financières. Qu'est-ce qu'il y a? La réglementation des établissements recevant du public, ce qu'on appelle les ERP. La responsabilité des hôteliers, par exemple pour les règles d'affichage des prix ou pour les règles d'annulation des séjours, ou encore les nouvelles normes de 2015, je crois, sur la classification des hôtels, en fonction de leur dimension, en fonction du nombre je vous renvoie à vos cours de STC.
La législation aussi en faveur du tourisme, hein. On a vu que il y a de gros efforts qui ont été faits par la CTN, notamment dans le livre blanc, aider les entreprises touristiques dans leur développement à travers des financements ou des moratoires lorsqu'elles avaient des dettes. On verra tout à l'heure. Et puis, vous avez vu, hein, pendant la crise sanitaire, on avait aussi le chômage partiel, hein, qui permettait donc aux entreprises d'éviter le licenciement en mettant au chômage partiel leurs salariés. Alors, à titre d'exemple pour le territoire, beaucoup d'entreprises sont sous perfusion, hein, dans le secteur hôtelier, dans les entreprises, dans les 46 ou 49 entreprises qu'il y a sur la Martinique. Beaucoup ont bénéficié d'un moratoire sur leur dette fiscale et sociale. Ça leur permet donc d'étaler leur dette sociale et fiscale, hein, pour toutes ces entreprises qui sont en difficulté. Alors ça, c'était avant la crise Covid. Alors là maintenant, je ne sais pas dans quelle situation ils se retrouvent, mais ça va pas être... bon, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a eu donc cette législation en faveur du tourisme, et puis ils bénéficient du chômage partiel. Donc là, heureusement, les réouvertures ont permis un rebond des entreprises, mais est-ce que ça va être suffisant pour rattraper le retard? On le saura dans un prochain épisode. Voilà, j'en termine avec le modèle Pestel, un modèle d'analyse Pestel, hein, qui va nous permettre de voir les tendances qu'il y a sur le marché, les tendances à moyen et long terme, hein, c'est-à-dire des modifications qui peuvent, sur le plan structurel, hein, on va éviter tout ce qui est conjoncturel, on va s'intéresser qu'au structurel afin de dégager, voir ce qu'est actuellement le secteur de l'industrie hôtellerie-restauration sur le territoire sur lequel on est, mais voir aussi vers quelle tendance, vers quelle destination on s'oriente. Voilà, je vous remercie, et la prochaine vidéo donc sera sur les 5 forces de porteur. Et je vais m'arrêter là pour ce chapitre-là. Je crois que je ne ferai pas les processus. Je crois qu'il y a une fiche ressource numéro 4 concernant le management du dirigeant, le rôle du dirigeant, si vous voulez, hein. Je le ferai pas. Je le ferai pas parce que le temps avance, et je vais passer directement au chapitre sur la gestion budgétaire. On va commencer enfin à travailler les chiffres. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci.